Merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, Antoine Perrault, je suis architecte à La Réunion depuis une trentaine d'années et en particulier, je travaille sur les problématiques de l'architecture bioclimatique en milieu tropical. Et cette conférence que je vais vous présenter, c'est un peu le résultat de tout ce travail depuis toutes ces années sur la problématique de l'architecture bioclimatique et le lien entre l'architecture bioclimatique et la ville tropicale. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler de la vie éolienne ou comment intégrer la ventilation naturelle dans les villes tropicales. Voilà. Je vais commencer par une petite introduction rapide. Pourquoi ça ne change pas? C'est là. Une petite introduction rapide sur cette espèce de passage de l'architecture à l'urbanisme. C'est un exemple que je montre assez souvent quand je commence des conférences. On pose la question à des enfants, vous avez ce que j'appelle les super bâtiments HQE, identiques. Il y en a un qui est au milieu d'une marée de parking et l'autre qui est au milieu d'une forêt. Et on ne demande pas aux grands professionnels que vous êtes tous, ou en tout cas aux personnes averties, j'espère qu'ils m'écoutez, mais à des enfants, dans quel bâtiment qui sont totalement identiques, mais dans quel contexte ils préfèrent habiter. Et malheureusement ou heureusement, la réponse, c'est bien entendu dans un bâtiment au milieu de la forêt. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait exactement l'inverse. Et ce n'est pas sans conséquence, et pas sans conséquence en plus en milieu tropical, parce que les interactions entre le bâtiment et l'environnement sont encore plus exacerbées que dans un bâtiment en milieu tempéré ou qui doit faire face à des problématiques de froid, où on va avoir tendance à refermer le bâtiment sur lui-même. Or, en milieu tropical, on va le développer plus après, on a besoin de cette interrelation avec l'environnement. Et donc, la connexion entre le bâtiment, son environnement proche et lointain, et donc l'urbanisme, est d'autant plus importante. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on considère important, c'est cette approche de l'urbanisme durable tropical, une approche multicritère qui va englober un certain nombre de facteurs, comme les déplacements, la trame verte, donc tout ce qui va être lié au paysage, à la biodiversité du paysage, à la problématique d'îlots de chaleur, qui n'est pas qu'une problématique pendant les canicules, les épisodes caniculaires en métropole, les problématiques de trame bleue et gestion des eaux pluviales, et malheureusement, l'actualité récente en métropole nous a montré comment ça pouvait être dramatique, mais aussi des aspects sociaux, donc la mixité sociale, la mixité urbaine, les problématiques de déchets, de climat et d'énergie, de bruit, etc. Et le petit exemple en dessous, c'est pour illustrer à quel point c'est important ces interrelations à cette échelle multicritère, c'est qu'on ne peut pas considérer juste le bâtiment et ses problématiques de ventilation, c'est le petit bâtiment que vous voyez ici, là. Si on ne prend pas en compte le bâtiment qui est juste à côté, ça paraît tellement évident, mais bon, il serait pas mal de le rappeler, que si ce bâtiment qui est à l'ouest ici fait de l'ombre sur l'autre bâtiment en dessous, point n'est besoin de considérer des protections solaires sur cette façade-là. Pourtant, aujourd'hui, la RT2A, enfin, l'a pris en compte, mais au départ, demandait de protéger quand même cette façade. Et de dire qu'on va ventiler ce bâtiment naturellement parce qu'il est bien poreux, bien orienté, est-ce bien raisonnable si le bâtiment qui est au vent de ce bâtiment fait un masque, ce qu'on appelle un masque au bâtiment sur lequel on doit travailler. Donc on voit bien qu'on ne peut pas considérer le bâtiment isolé de son contexte, et encore une fois, encore moins en milieu tropical. Mais pourquoi tout ça, pourquoi faire? C'est un peu ce que je vous montre là, c'est un peu la photographie de tout ce dont on entend parler en ce moment, toutes ces problématiques de paysage, d'énergie, de catastrophes naturelles, de glissement de terrain, d'inondations, les problématiques de biodiversité, sur la sobriété, sur ce que nous promet le futur si on y prend garde avec des forêts, des climatiseurs sur des façades, des problématiques de transport récurrentes, etc. Donc c'est toutes ces problématiques-là, bien entendu, qui rentrent en ligne de compte dans la prise en compte d'un urbanisme durable pour essayer de gérer au mieux tous ces problèmes, et vous le savez bien. Au-delà de ça, il faut un peu recontextualiser, on parle bien d'urbanisme tropical, et je me permets juste de rappeler, de montrer cette petite illustration de l'impact fondamental de l'environnement dans le confort d'une ville. Et on voit ici en comparaison des températures, les évolutions des courbes des températures dans une ville en fonction de sa constitution, c'est-à-dire au niveau de la banlieue, du centre-ville, etc. Et on constate très nettement une élévation de température à mesure qu'on s'approche du centre-ville et qu'on est dans les zones plus denses, et assez bizarrement ou pas, en fait,
automatiquement, dès qu'on a des zones plantées, on se retrouve dans effectivement des températures plus basses et on le revoit encore ici avec cette zone plantée ici. Donc, concrètement, aujourd'hui, on sait que l'environnement lointain dans une ville, et en particulier la densité paysagère, va influer directement sur le confort climatique de cette ville. Et ce d'autant plus, encore une fois, qu'on est dans un milieu tropical où on va avoir une relation intérieure-extérieure qui va être encore plus forte, et ce toute l'année, pas uniquement pendant une période d'épisodes caniculaires. Deuxième petit rappel, le projet que je vais vous présenter est situé en milieu tropical humide. Et le milieu tropical humide, il est caractérisé par une approche bioclimatique spécifique, c'est-à-dire que pour obtenir le confort en milieu tropical humide, il faut travailler sur la ventilation naturelle et une conception aérothermique. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible du confort de l'arbre, de quelqu'un qui est assis sous un arbre, qui est protégé par l'ombre généreuse de l'arbre, par son effet de rafraîchissement, et qui peut bénéficier des brises qui vont venir effectivement apporter une vitesse d'air et donc un confort supplémentaire. C'est ce qu'on conceptualise ici avec l'idée du bâtiment tropical, c'est-à-dire un grand toit, une enveloppe poreuse, un environnement végétalisé et une porosité qui permet effectivement d'avoir une ventilation traversante de ce bâtiment. Une formalisation un peu plus architecturale de ce concept à l'échelle du bâtiment, c'est un grand toit climatique, des zones ombragées aux côtés de la façade exposée, des bâtiments étroits et une protection de l'enveloppe, et aussi une gestion des eaux pluviales en périphérie du bâtiment avec de la végétalisation des abords. Donc ça, c'est un peu à l'échelle du bâtiment ce qu'on essaye de faire. Mais si on y prend garde, si on ne considère que l'échelle du bâtiment, on n'aura fait qu'une partie du travail et malheureusement, on risque de ne pas obtenir tous les effets escomptés de cet environnement. En tout cas, on risque de dégrader et de se retrouver dans une situation d'un environnement urbain dégradé. Or, nous, ce qu'on essaie de faire en sorte, l'objectif du travail qu'on a mené, c'est d'essayer de garantir la pérennité d'un environnement favorable pour un bâtiment ou pour un ensemble de bâtiments. Et c'était la question posée, entre autres, dans le projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant de se demander comment est-ce qu'il faut faire, c'est toujours intéressant d'avoir un peu un regard rétrospectif, de voir est-ce que cette problématique de la ventilation naturelle dans les villes est quelque chose de nouveau ou pas? Et bien évidemment, la réponse est non. Depuis des temps immémoriaux, puisque déjà Vitruve, en -15, avait organisé un plan de ville en fonction des 8 vents dominants et donc avec des porosités qui permettaient d'irriguer la trame urbaine en fonction de ces vents dominants. Plus proche de nous, il y a des exemples comme la ville de Masdar City dans les Émirats qui a pris en compte aussi les effets des vents sur l'irrigation de sa trame urbaine pour essayer d'optimiser le confort de cette ville. Donc c'est ce qu'on voit sur cette illustration. Ou dans un exemple théorique qui a été développé par le laboratoire Eiffel et Jacques Dandemer et les architectes de D-Architectes, comment prendre en compte l'impact des vents, et là plutôt sur leur aspect, sans protéger dans certains cas, parce que c'est une ville qui était située en Libye, donc soumise à des vents chargés de sable, ou bien alors comment irriguer la trame urbaine. Donc ça avait été effectivement théorisé, et comment faire en sorte que les bâtiments dans cette trame urbaine profitent aussi de ce potentiel de ventilation, mais sans réalisation ultérieure. Donc on n'a pas pu contrôler ou s'assurer que ces dispositifs y fonctionnaient. On retrouve aussi ces préoccupations, par exemple, dans la ville de Cairns, qui a mis en place un règlement d'urbanisme avec des règles d'implantation, avec des interdistances entre bâtiments, par exemple, comme je vous montre sur ce petit schéma, pour favoriser la ventilation naturelle, les circulations d'air entre les bâtiments. Donc, ce constat-là, il est constant. On le retrouve aussi à Hong Kong après l'épisode du SRAS. Ils se sont posé la question de comment faire en sorte d'évacuer les polluants et entre autres aussi le virus du SRAS. Et c'est ô combien d'actualité aujourd'hui encore. Comment faire en sorte que la ventilation de la trame urbaine permette d'évacuer les polluants et d'optimiser le rafraîchissement de la ville. Donc, cette question, elle n'est pas nouvelle. Mais ce qu'on a essayé d'apporter de nouveau, c'est l'étape suivante, c'est de voir comment les bâtiments dans cette trame, comment s'assurer que les bâtiments dans cette trame soient bien ventilés correctement. Donc, ce n'est pas uniquement la ventilation de la ville qui nous intéresse,
c'est d'aller jusqu'à l'échelle du bâtiment et jusqu'à l'échelle même du logement ou du commerce, etc. Comment faire en sorte que cette ventilation, pour recherche, pour apporter le confort en utilisant le moins possible la climatisation, comment est-ce qu'on pourrait effectivement arriver à ce résultat-là et le garantir dans le temps. Donc c'était bien la question posée quand on a commencé à travailler sur cet exemple que je vais vous présenter maintenant, de cœur de ville de la possession. Alors, cœur de ville de la possession, c'est un projet qui se situe à La Réunion, donc dans la partie nord-ouest de l'île, qui a la particularité, et on le voit un peu ici, mais même ce n'est pas tout à fait représentatif, qui est dans la zone sous le vent, puisque les vents dominants sur l'île de La Réunion sont globalement de vent de sud-est, et donc la possession est située sous le vent de l'île, et donc dans un secteur qui est beaucoup moins favorisé par l'irrigation des alizés, qui se concentre davantage sur les flancs ouest et est et au sud de l'île, et beaucoup moins dans le nord-ouest. Donc le projet se situe à proximité immédiate du centre-ville de la possession, sur des terrains qui étaient à vocation largement agricole à l'origine et qui se retrouvaient par l'expansion de la ville, qu'on voit ici avec une série d'axes successives, qui s'est retrouvée finalement en position de centralité, le long d'axes importants, donc l'ancienne nationale qui se trouve ici, et la nouvelle, pas si nouvelle que ça, la voie rapide qui contourne la possession et qui coupe quelque part d'ailleurs la ville de la possession de son littoral, qu'on va matérialiser là. Donc le site se situe ici, donc dans un secteur relativement mal irrigué. La première question qu'on s'est posée, c'est en fait, concrètement, les infos météo qu'on avait sont issues, vous voyez en dessous, de la hausse des vents du port, mais le port se situe sur la pointe, et en fait, ce n'est pas représentatif de la situation réelle de la possession. Ceux qui habitent La Réunion le savent, le port est beaucoup mieux ventilé, même si ce n'est pas le secteur le mieux ventilé de l'île, mais quand même mieux ventilé que la possession, qui, elle, est dans une baie, protégée des vents du nord-est par la falaise, et des vents plus de sud-est par toute la topographie de l'île, etc. Donc il a fallu, dans un premier temps, faire un recalage de la donnée climatique pour savoir effectivement si on pouvait utiliser la ventilation naturelle, est-ce qu'il y avait déjà un potentiel. Donc pour ça, on a travaillé avec le laboratoire Eiffel et plus spécifiquement aussi avec Jacques Gandmer, donc qui est un expert en aérolique. Et on reviendra un peu plus tard sur le rôle fondamental de cette expertise dans la bonne compréhension des mécanismes d'irrigation d'un site, et de ce fait-là, pour savoir si on peut ou pas utiliser la ventilation naturelle pour faire notre architecture bioclimatique. Et je vous rappelle, en milieu tropical humide, c'est la seule façon d'obtenir le confort, ou en tout cas de limiter les périodes de l'année où on va utiliser la climatisation, c'est d'utiliser cette ventilation naturelle. Donc on a fait un recalage climatique qui nous a permis d'identifier, donc le site il se situe ici, d'identifier en fait deux régimes de vent, des brises thermiques de jour, qui sont assez classiques sur pas mal de territoires côtiers, c'est-à-dire avec des brises diurnes qui sont de la mer vers la terre, et des brises nocturnes qui sont de la terre vers la mer. Et les brises nocturnes, elles sont recalibrées ou réorientées par le relief des ravines, alors que évidemment les brises diurnes sont beaucoup moins influencées par ces ravines, puisqu'elles viennent effectivement de l'océan. Donc, poser ce préalable sur la bonne compréhension des phénomènes de ventilation d'un site est indispensable, évidemment, pour pouvoir développer après une stratégie de ventilation naturelle, que ce soit à l'échelle du bâtiment, ce qui nous préoccupe au final, mais au préalable de la ville. Il faut aussi prendre en compte dans cette analyse du fonctionnement de la ventilation du site, de la rugosité du site, c'est-à-dire de la capacité que va avoir un site à plus ou moins préserver le flux initial et sa vitesse et sa direction du vent qui va venir irriguer le site. Notre site il se situe sous le vent d'une zone de rugosité moyenne, donc concrètement, on va avoir un léger ralentissement de ces brises sur le passage de cette rugosité. Et donc ça a été pris en compte, bien sûr, sur le recalage de la donnée climatique pour essayer d'évaluer le potentiel de ventilation du site. On est sur une rugosité de ville moyennement basse, ce qui n'est pas le meilleur des cas, mais pas non plus le plus défavorable, c'est un peu un cas intermédiaire. Donc tout ça pour bien prendre en compte cet environnement existant, ça nous permet de définir une stratégie aéroclimatique.
Donc, cette stratégie aéroclimatique, comme vous l'avez compris, intègre l'environnement bâti, les effets topographiques, et nécessite, et c'est fondamental, une réflexion à toutes les échelles. Parce que si on occulte une des échelles, on assimile en fait la prise en compte de la ventilation dans la conception d'une ville ou d'un bâtiment à une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de la ventilation naturelle. Et cette chaîne de la ventilation naturelle, c'est comme toute chaîne, si un des maillons manque, la chaîne s'effondre. Et donc, il faut bien intégrer les différents maillons depuis la source de l'information, c'est-à-dire éventuellement la station météo, comme on l'a fait là, en prenant en compte la topographie du site, l'urbanisation périphérique, la forme architecturale considérée et l'aérolique interne du bâtiment qu'on va avoir à concevoir. Et c'est la prise en compte de l'ensemble de ces éléments qui va nous permettre d'évaluer et d'obtenir ou pas, à l'intérieur de notre logement, une vitesse d'air qui va nous permettre d'obtenir ou pas, si elle est absente, le confort. Je me permets de faire une petite parenthèse. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on ne fait pas de la magie, le rafraîchissement, comment est-ce que ça se produit? C'est juste rappeler qu'en fait, on va utiliser la vitesse d'air sur le corps pour obtenir une température ressentie abaissée en favorisant l'évapotranspiration et les échanges du corps. Pour vous donner un exemple, une température de 32 degrés avec une vitesse d'air de 1 mètre par seconde, une température mesurée, température d'air, va se transformer en une température ressentie de 28 degrés. On va obtenir 4 degrés d'abaissement de la température ressentie grâce à cette vitesse d'air sur le corps. Vous avez bien compris, il s'agit bien au final d'évaluer cette ventilation à l'intérieur du local dans la zone de vie. Et donc, il faut pour ça qu'on remonte toute cette chaîne avec l'environnement proche, l'environnement lointain, la topographie et l'origine en remontant la chaîne du vent, l'origine jusqu'à éventuellement la station météo qui va nous permettre de donner les informations. Donc, cette analyse multi-échelle, c'est le premier travail qu'il faut faire pour pouvoir arriver à prendre en compte, à utiliser ce matériau fondamental et naturel qu'est le vent. Dans un deuxième temps, et là on arrive bien sûr au cœur du projet, il va falloir travailler sur cette fameuse conception aérolique. Pour ça, sur l'exemple que je développe aujourd'hui, donc sur Cœur de Ville à Possession, qui est une zone d'aménagement concerté, donc un quartier neuf d'environ 1500 logements, je vais passer un peu vite tout à l'heure, excusez-moi, hein, avec des équipements et toute une programmation urbaine bien sûr faite en amont. Il s'agit de travailler sur cette stratégie en plusieurs étapes, qui est basée bien sûr au départ, vous voyez ici le schéma de scénario initial sur un scénario initial élaboré par les urbanistes qui essaient de voir comment organiser cet espace pour que les fonctions de la ville ou du quartier soient organisées de manière cohérente par rapport aux différentes thématiques qu'on connaît, les transports, les besoins urbains, la trame verte, la trame bleue, les piétons, etc. Donc les premiers scénarios qu'on va confronter avec les premiers schémas d'intention et un début de réflexion aérolique avec l'ingénieur Jacques Gandel, avec une première réflexion sur l'organisation aérolique. Pour ça, ça a pris en compte en fait donc la topographie du site, puisque le site qu'on considère ici, il est en pente avec un point haut dans cette partie-ci, un point bas ici, donc évidemment, puisque l'île monte de la mer vers la montagne. Donc on a pris en compte cette élévation de la topographie. Et ça a permis de mettre en place des gabarits en fonction de cette topographie. Donc, vous voyez ici schématiser la prise en compte du scénario initial avec une organisation et aussi en parallèle avec la prise en compte de différents gabarits pour essayer de préserver le potentiel de ventilation. Ici, vous avez schématisé la rugosité de la ville, c'est-à-dire une ville moyennement basse constituée de bâtiments à R+1 en moyenne, donc rez-de-chaussée, R+2, R+1, avec une rugosité moyenne. Et le parti pris d'origine, ça a été d'essayer dans la partie basse du site, de mettre des bâtiments en plot, qui soient avec des interdistances suffisantes pour pouvoir assurer une bonne irrigation. Au fur et à mesure qu'on monte sur la pente, trouver des bâtiments étroits et allongés plutôt en épi, qui soient décalés, non pas les uns derrière les autres, qui permettent effectivement d'avoir aussi des recirculations. Et dans la partie haute du site, de trouver de nouveau un semis de maisons individuelles, ou en tout cas de maisons de ville, qui soit plus isolé. Donc ça ne nous fait pas encore un schéma urbain. En parallèle de ça, il a fallu essayer de juger l'efficacité, je reviens en arrière, de l'efficacité, de la potentialité de cette architecture de plot.
parce qu'une chose est de dire qu'on va faire des plots plutôt élevés pour pouvoir effectivement ne pas faire de masque sur tout ce qui va se passer sous le vent du projet. Autre chose est de le transcrire dans une vérité architecturale faisable. Donc pour ça, on a fait des études assez poussées pour voir quelle était la forme bâtie et les interdistances entre ces différentes formes bâties optimales pour pouvoir transformer ce potentiel de ventilation naturelle de manière la plus poussée possible. Et c'est ce qu'on voit ici avec ces premiers schémas d'intention, des maquettes volumétriques numériques et la transposition de ces intentions urbaines et architecturales dans une maquette physique que nous avons ensuite expérimentée dans une soufflerie pour essayer effectivement de valider les hypothèses qu'on avait que cette forme-là permettait d'optimiser effectivement pour les architectures de plot, donc en partie basse du site que vous voyez là, d'optimiser le potentiel de ventilation naturelle. Donc on a bien fait une stratégie aéro à l'échelle de l'îlot. Ensuite, on a travaillé sur la stratégie aéro à l'échelle des bâtiments, ce qui nous a permis dans un dernier temps, en faisant le mix entre la stratégie à l'échelle de l'îlot et les stratégies à l'échelle des bâtiments, qu'on a développé plus spécifiquement sur les plots, puisque pour les bâtiments barres, c'est des choses qu'on connaît relativement, les règles de construction qu'on connaît relativement bien. Si on fait des bâtiments pas trop épais, c'est-à-dire de 12 mètres, orientés perpendiculairement au vent dominant, ce qu'on voit dans cette zone-là, et qu'on les met en quinconce, on sait que ça va fonctionner. Par contre, sur des bâtiments plots, là, on avait beaucoup moins de certitude. Donc, on a développé en fait une architecture de U ouvert vers le vent qui permet d'optimiser en fait la ventilation traversante, parce que ça crée une sorte de bulle de haute pression dans la partie centrale des bâtiments, et donc du coup des dépressions sur les 3 autres côtés, qui fait qu'on va avoir un potentiel de ventilation traversante qui va être à chaque fois de la zone de haute pression située dans le cœur de l'îlot vers les zones de basse pression en périphérie. Et donc, contrairement à une barre où c'est assez facile, on va avoir le vent qui va traverser de manière identique sur toute le linéaire de la barre. Ici, sur un bâtiment U, on va voir effectivement des courants d'équilibrage et donc une ventilation qui va se faire du centre vers l'extérieur à chaque fois et donc dans 3 directions différentes. Et c'est tout l'intérêt de cette forme urbaine, c'est qu'elle permet, avec une architecture, une typologie de plot, d'optimiser la ventilation naturelle et d'avoir des formes urbaines qui soient différentes des barres. Donc, ça nous a permis, en fait, donc, ces éléments-là, plus bien évidemment, et je vais le développer un peu après pour que vous voyez qu'on ne fait pas juste une ville pour que ça fonctionne en ventilation naturelle. Évidemment, toutes les autres problématiques ont été prises en compte, mais je développe plus spécifiquement l'approche sur cette partie aérolique. Pour arriver à une finalisation, ou en tout cas un premier plan masse, parce que depuis, il a un peu évolué, où on retrouve les prérequis. Donc, je vous rappelle que les vents dominants, ils viennent de ce côté-ci, avec nos plots en U ouvert dans la partie basse, les barres dans la partie intermédiaire et le long de la ravine ici, et les maisons de ville dans la partie haute du site, ce qui colle assez bien d'ailleurs avec l'accroche urbaine sur les quartiers résidentiels qui se retrouvent plutôt sur l'arrière. Donc, je ne vais pas détailler plus avant les différents objectifs d'aménagement. Vous avez eu le temps de les lire, je pense, et faire de la paraphrase, ce n'est jamais très intéressant. Bien évidemment, tout ça, ça s'est couplé avec différentes stratégies, parce que de la même manière que quand on fait un bâtiment bioclimatique, on doit travailler sur une stratégie aéroclimatique. Dans une stratégie urbaine, dans une ville tropicale, c'est multicritère. Ça doit aussi intégrer la gestion de l'eau. Et donc là, vous avez un schéma qui met en évidence toute la réponse sur la gestion de l'eau avec des stratégies de nous paysagères et non pas de mettre de l'eau dans des tuyaux. Et la manière dont on temporise et on freine en parallèle des courbes de niveau à chaque fois avec des systèmes de blocage parallèle aux courbes de niveau à chaque fois, et puis des relations perpendiculaires par la suite avec des rejets finaux dans les 2 ravines qui bordent l'opération. Donc, toute une stratégie basée sur des ouvrages qui sont des ouvrages techniques et paysagers, puisque c'est aussi le prétexte pour pouvoir avoir des plantations dans ces noues. Donc, c'est une illustration que vous voyez ici, ce que ça peut être une noue végétalisée entre des bâtiments. Là, les plantations, bien entendu, viennent d'être faites. Aujourd'hui, vous avez une forêt qui s'est développée grâce à la présence, à la concentration de l'eau dans cette zone-là, dans ces fameuses noues paysagères. Je reviens juste en arrière.
il est évident qu'on prend en compte, et cette stratégie de l'eau se couple et grâce aux nœuds paysagères avec la nécessité de plantation de la ville et de profiter aussi d'un environnement favorable et non pas d'un albédo de minéral, donc avec une thermique en périphérie des bâtiments qui soit dégradée. Vous vous rappelez la première image, je préfère un bâtiment dans une forêt qu'un bâtiment au milieu d'une marée de parking. Ça, c'est pour un enfant de 6 ans, mais c'est un bon sens qu'on devrait retrouver. Je vous montre aussi rapidement toutes les problématiques de déplacement et d'accessibilité avec les relations avec la voie express, le contournement du centre-ville, les voies urbaines secondaires et surtout l'importance donnée à ce qu'on a appelé dans le réseau piéton ce mail tropical qui prend en compte la nécessité d'avoir effectivement des trams de déplacement doux et dans lesquels le confort du piéton, et c'est là aussi notre caractéristique fondamentale de la ville tropicale, c'est que le piéton il va circuler si elle est à l'ombre. On ne fait pas une place, on ne fait pas un cheminement piéton en plein soleil, ça ne fonctionne pas, les gens ne l'utiliseront pas et donc ça resterait un vœu pieux. Donc ça fait partie aussi, bien sûr, de cette fameuse ville tropicale à prendre en compte, mais ce n'est pas forcément l'objet du développement d'aujourd'hui. Il est évident aussi que si on veut régler le problème de la minéralisation de la ville, il faut gérer la problématique du stationnement. C'est ce qu'on a essayé de faire en favorisant le stationnement sous les bâtiments, ce qui permet aussi en parallèle, on l'a mis en évidence dans nos systèmes de U, que si les bâtiments sont en partie sur pilotis, ça favorise les recirculations d'air. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de mettre les véhicules sous les bâtiments, de les garder à l'ombre. On sait qu'à La Réunion, les stationnements enterrés sont assez mal vécus et donc ça permet de régler en partie ce problème-là. Et dans la centralité de cœur de ville, on a aussi prévu d'avoir un gros silo de parking qui est relativement proche finalement de beaucoup de ces logements et qui permet aussi de concentrer et de mutualiser les stationnements. Donc, tout ça, ça concourt effectivement au confort de cette ville. Et je finis évidemment sur la trame végétale qui est le complément indispensable de la prise en compte de la végétalisation, de la prise en compte de la ventilation naturelle dans notre projet. C'est fondamental que cette trame verte vienne conforter, renforcer et favoriser le confort aux abords des bâtiments. On sait que dans le phénomène d'îlot de chaleur, on l'a montré tout à l'heure que c'était important, mais on parle aussi, nous, de la bulle de fraîcheur créée en périphérie immédiate des bâtiments, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une ville végétalisée, il faut que les abords immédiats du bâtiment soient végétalisés pour bénéficier d'un rafraîchissement ou en tout cas éviter un réchauffement, parce qu'autrement, ça reviendrait à ventiler un bâtiment avec de l'air qui est déjà réchauffé. Donc, à La Réunion, par exemple, les températures moyennes maximales elles sont 32 degrés. Si on aggrave cette température par une minéralisation des abords, on crée les conditions d'un inconfort et la ventilation naturelle n'y pourra rien. Ça ne suffira pas parce que si on est au-delà de 32-33 degrés, vous avez beau enlever 4 degrés, on arrive toujours dans des zones d'inconfort, c'est-à-dire ce que considère de manière un peu normative, au-dessus de 28 degrés de température ressentie, l'individu n'est plus en confort. Et à ce moment-là, c'est fermeture du banc. Qu'est-ce que la seule solution? Donc, je reprends mon propos. Donc, évidemment, cette stratégie, de la même manière que pour un bâtiment, on travaille sur une stratégie aérothermique, sur la ville, on doit travailler sur une stratégie globale qui englobe, et c'est fondamental, la trame végétale. Je continue sur le traitement des déchets, je ne vais pas m'étaler. Bien sûr, ça a été aussi pris en compte et l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que ça soit géré. Ce n'est pas forcément l'objet. Je l'ai évoqué rapidement, donc le confort des usagers, c'est aussi le confort des espaces publics. Donc, ce projet, il englobe bien évidemment toute une trame de déplacement doux, d'espace public, de maille commerciale, de maille tropicale, vous voyez, avec une terminologie adaptée. Tout ça avec un souci permanent d'ombrage, de confort. Et le site, pour ça, je vous montrerai quelques illustrations tout à l'heure, bénéficiait déjà d'atouts puisqu'il était planté. Et donc, on a bien entendu essayé de préserver au maximum ces arbres existants, puisque vous le savez, un arbre, ça met au moins une cinquantaine d'années à avoir son développement optimum. Et donc, couper un arbre, c'est couper 50 ans d'histoire, ce qui est toujours préjudiciable. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'est pas sauvé parce que si les chemins du paradis, de l'enfer sont pavés de bonnes intentions, si on n'arrive pas à assurer la pérennité, là on arrive à une des problématiques qui s'est présentée à nous, si on n'arrive pas à pérenniser les dispositifs, à s'assurer de la transposition de nos intentions
dans l'architecture n'était pas bien faite, on aurait raté la cible. Et pour ça, on a travaillé sur la transposition réglementaire pour rendre ces dispositifs opposables. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans le système français, la seule façon de garantir l'opposabilité de dispositifs ou de règles en niveau urbanisme, c'est à l'échelle du PLU. Et donc, on a effectivement intégré, par le biais des orientations d'aménagement et de paysage, qui sont intégrées dans le PLU, on a fait en sorte que ces dispositions que vous voyez là, par exemple, sur un extrait d'une OAP, ces dispositions qu'on retrouve de bâtiments en U et de disposition des bâtiments les uns par rapport aux autres, soient rendues opposables dans le document réglementaire. Donc ça, c'est les intentions initiales qui ont été transcrites donc, dans ces orientations d'aménagement et de paysage, annexées au PLU, afin effectivement de s'assurer qu'on ait bien les petites flèches bleues là qui marchent. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, bien entendu, on a aujourd'hui, et c'est ce qui est intéressant, on a des retours d'expérience, et là, je vous mets en parallèle les intentions initiales, la transposition par différents projets d'architecture à l'échelle du projet. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont l'air d'être effectivement respectées. On retrouve bien ces architectures en U, la disposition des masses bâties les unes par rapport aux autres afin d'assurer une bonne irrigation de la ville et une re-irrigation soulevant des bâtiments. Par contre, par exemple, sur cet îlot-là, l'organisation en U n'a pas été bien comprise parce qu'en fait, ici, on a une brèche. Et en fait, du coup, la ventilation de ces deux ailes du U ici, elle n'est pas bien assurée. Et on s'est rendu compte de plusieurs dysfonctionnements comme ça, malgré le fait qu'on ait essayé d'avoir un regard sur bien entendu, en tant qu'urbaniste en chef, sur la conformité des dispositions d'origine. Pour différentes raisons, dans certains bâtiments, ce contrôle n'a pas permis de corriger certains dysfonctionnements. On s'est rendu compte en fait que c'était dû en partie à une méconnaissance et une incompréhension, malgré des intentions pédagogiques, des explications auprès des architectes, etc. Compte tenu de la complexité, vous l'avez vu, du fonctionnement aérolique, il y a eu des choses qui ont été incomprises et qui ont généré quelques dysfonctionnements. Donc ça fait partie de l'histoire d'un projet. Vous voyez ici certaines images que j'ai récupérées des différents architectes du projet au moment où ils ont déposé les permis qui nous ont servi pour les analyses de ces projets par le biais de l'architecte en chef, pour essayer de s'assurer de la conformité des projets de l'urbaniste en chef, pour s'assurer de la conformité des projets par rapport aux règles du PLU. Comme je vous l'ai expliqué, on s'est quand même rendu compte d'un certain nombre de dysfonctionnements, et donc l'objectif initial d'assurer la pérennité et le bon fonctionnement de cette ville éolienne et de sa pérennité dans le temps, et de s'assurer que les bâtiments ne feraient pas d'obstacles les uns par rapport aux autres, a été partiellement atteinte, c'est-à-dire qu'on a pu préserver le potentiel des bâtiments et l'organisation, puisque les bâtiments sont implantés correctement dans la trame urbaine par rapport à ce qu'on avait imaginé et aux simulations qu'on avait fait en soufflerie. Mais en fait, à l'échelle de la forme architecturale, il y a eu des distorsions parce qu'en fait, dans la chaîne de décision, donc la décision de création de cette ville, l'intégration des données climatiques, la mise en place de la stratégie aéroclimatique, les études en soufflerie, ensuite le projet urbain, le plan de masse, la transcription dans le PLU, le suivi des projets architecturaux, est arrivé un acteur extérieur, le projet architectural, avec dans certains cas une mauvaise prise en compte, pour différentes raisons, de certains aspects fondamentaux de l'aérolique qui faisaient qu'on avait un dysfonctionnement dans le dernier maillon de la chaîne. Donc, on voit ici certaines illustrations. On a apporté des mesures correctives, c'est-à-dire que dans la deuxième tranche qui est en cours, pour éviter cet écueil, on a demandé à ce qu'un expert en aérolique soit intégré dès l'esquisse auprès des architectes qui vont travailler dans la deuxième tranche de ces opérations, pour pouvoir s'assurer que le fonctionnement aérolique du bâtiment, donc à l'échelle ultime du bâtiment et donc du logement dans le bâtiment, on transforme bien l'essai pour pouvoir, encore une fois, reconstituer cette chaîne de la ventilation naturelle depuis le site, avec l'environnement lointain, l'environnement proche, la trame urbaine et le bâtiment dans la trame urbaine. Donc, ces petits dysfonctionnements, ils illustrent bien toute la complexité de la démarche et en fait, utiliser cette ressource naturelle qui est le vent
c'est pas si simple et ça nécessite une attention de tous les instants et à toutes les échelles. Donc ici, on voit les transcriptions quand même des bâtiments de la première tranche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, enfin on le voit de l'arrière, on retrouve ces architectures en U. Un autre élément important sur lequel je suis passé un peu rapidement, c'est que la ville tropicale, ce n'est pas une ville horizontale, parce qu'il faut des épanelages, des hauteurs différenciées pour optimiser le potentiel de ventilation naturelle des différents plots et éviter que, si on avait une nappe uniforme en hauteur, que le vent ne lise que cette nappe uniforme et du coup ne permette pas d'optimiser ces recirculations d'air et ces pressions et dépressions dont on a besoin pour pouvoir ventiler correctement les bâtiments. Et donc, c'est intéressant parce que ça donne une typologie de la ville tropicale différente de la ville haussmannienne, par exemple, avec cette ville horizontale. Et donc là, on se retrouve avec des émergences, avec une définition d'une espèce de hauteur moyenne, mais avec des zones plus basses, des zones intermédiaires et des zones plus hautes qui doivent être pouvoir transcrits à l'échelle de l'îlot pour essayer de garantir, bien sûr, une constructibilité uniforme, mais dont dépend en partie l'efficience au niveau de la ventilation naturelle, au niveau des bâtiments. Autre aspect de ce projet-là, et c'est la transcription ici, c'est tout le travail qui a été fait aux abords des bâtiments pour, bien évidemment, préserver un environnement frais autour des bâtiments. Et donc, la part du végétal, et je pense que les images que je vous montre là sont assez expressives, c'est-à-dire qu'on voit bien les bagnans qu'on a conservés, fabuleux sur le site, les plantations aux abords des bâtiments, le soin apporté au niveau des cheminements piétons. Alors là, les arbres ne sont pas encore matures, mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans un environnement très végétal, ou encore cette illustration-ci sur l'importance du paysage aux abords des bâtiments. Donc, on ne peut bien évidemment pas dissocier la ville éolienne de la ville tropicale et de tous les autres éléments, vous l'avez bien compris, si on veut arriver à quelque chose de cohérent. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça amène une ville différente de la ville européenne. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que là, on est vraiment dans un modèle spécifique d'une ville bioclimatique en milieu tropical. Donc, en forme de conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a eu, au travers de cette expérience, vu la nécessité d'une évolution des pratiques avec l'apparition de nouveaux acteurs. Donc, les nouvelles pratiques, c'est l'intégration de l'ingénierie aéroclimatique à toutes les échelles, vous l'avez compris, à l'échelle du site, à l'échelle du quartier et ensuite à l'échelle du bâtiment. Et donc, l'apparition de ce nouvel acteur, l'ingénieur aérolique, qui vient insuffler aux différentes phases, que ce soit dans la phase des études, au niveau des retours d'expérience avec la réintroduction de son expertise auprès des architectes, la nécessité de l'intégration de ce nouvel acteur pour obtenir une efficience optimale de cette ville éolienne en milieu tropical. On a aussi, ça c'est plus à titre d'exemple, intégré un certain nombre de paramètres dans le référentiel de développement durable avec des objectifs quantifiés. C'était la première fois aussi qu'on a, par exemple au niveau de l'efficience énergétique, on a défini des consommations maximales par typologie de bâtiment. Les logements avec une consommation maximale de 20 kWh par mètre carré par an, avec un certain nombre d'indicatifs de paysage et de biodiversité, enfin, ça c'est plus classique avec des perméabilités au niveau de la gestion des eaux pluviales, etc. etc. Donc, juste pour finir sur cet exemple rapide que vous voyez ici, donc cette vue aérienne donc, du site en cours, en fait, avec la première tranche réalisée qu'on voit ici. La deuxième tranche, c'est la centralité qui est en train de s'étudier dans cette partie-ci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que donc, ce concept de ville éolienne, il s'accompagne de ces nouvelles pratiques et de nouveaux jeux d'acteurs, et que pour garantir la pérennité dans le temps de ce droit à la ventilation naturelle, il faut absolument que ces règles puissent être intégrées dans quelque chose d'opposable, et l'échelle du PLU nous paraît être une échelle tout à fait pertinente pour pouvoir utilisable, pardon, je cherchais mes mots, et utilisable pour pouvoir garantir la pérennité de ces intentions dans le temps. Parce que si on n'est pas dans l'opposabilité, on sait très bien que par le jeu du temps, de la perte de connaissances, etc., déjà là, on se rend compte que, on le sait tous, un projet de ZAC, ça se fait dans le temps long.
si les acteurs initiaux sont plus là pour rappeler les objectifs initiaux, etc., ils risquent de se déliter et donc de se perdre dans le temps. Et vous avez compris, on est sur une sensibilité importante puisque, encore une fois, si un des maillons de notre fameuse chaîne de la ventilation naturelle est brisé, c'est une partie de l'édifice qui risque de dysfonctionner. Or, avec les enjeux environnementaux auxquels on a à faire face, la ville tropicale de demain, si c'est une ville refermée sur elle-même avec la clim partout 24 heures sur 24, on sait très bien que ça ne doit pas fonctionner. Donc l'objectif, ce n'est pas tant de dire, parce que ce n'est pas transposable à tous les climats tropicaux, la Réunion a un climat tropical particulièrement modéré, mais en tout cas, c'est de pouvoir, en intégrant tous ces éléments-là dans la ville tropicale, réduire au maximum l'usage de la climatisation avec tous les effets pervers qu'elle génère. Donc c'est un peu cette démonstration qu'on a essayé de faire dans Cœur de Ville. Et aujourd'hui, on est assez content de pouvoir conclure par le fait que dans le cadre de Construction 21, notre savoir-faire a été reconnu par un second prix à l'échelle internationale derrière une ville nouvelle en Chine. Donc ce savoir-faire qu'on a développé sur l'île de la Réunion par rapport à ces problématiques de la prise en compte de la ventilation naturelle à toutes les échelles commence effectivement à se diffuser et il permet aussi d'avoir des retours d'expérience et sans doute des transpositions aujourd'hui dans des villes tempérées qui se retrouvent de plus en plus confrontées à des épisodes caniculaires et donc à se poser la question comment faire pour limiter l'impact de ces épisodes caniculaires. Je vous remercie de votre attention. On peut se donner un